Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se demander ce que le savoir sur les œuvres fait à l'appréciation de celles-ci. Donc c'est une copie, encore une de mes copies, où j'ai eu 16, et la prof m'a écrit « Travail très réussi, réfléchi, fin, structuré, appuyé sur de bonnes analyses de cas et des références théoriques pertinentes ». Mais donc je vais compléter un peu ce que j'ai dit parce que je n'avais que 4 heures pour le faire, et donc c'était un petit peu court. Ceux qui savent me devinent. Quant à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas comprendre, j'amoncellerai sans fruit les explications, écrit Baudelaire dans sa préface aux Fleurs du Mal. Par là, il semble affirmer l'inutilité du savoir, du moins sous forme d'explications transmises, en matière d'art. Cela dit, en écrivant qu'il ne va pas le faire, Baudelaire explique, de fait, dans les lignes qui précèdent, un certain nombre de ses points de focalisation et de ses conceptions artistiques. Il parle de la vanité de l'inspiration, par exemple. Se demander ce que le savoir sur les œuvres fait à l'appréciation de celles-ci revient à supposer l'existence d'un impact de ce savoir sur la réception des œuvres. Mais quel est ce savoir? Ce savoir sûr. Il peut désigner le contexte historique, génétique de l'œuvre, ou celui de l'auteur et de ses intentions, ou bien encore un savoir technique qui permettrait de repérer certains procédés de l'œuvre, et donc de pouvoir en juger qualitativement, un des sens de l'appréciation. Le savoir, cela peut être les connaissances sur l'œuvre, la culture, obtenues en amont ou au moment de l'expérience de l'œuvre. D'ailleurs, le terme d'œuvre est au pluriel. Selon les arts dans lesquels elles se situent, elles appellent éventuellement à des connaissances plutôt historiques, biographiques pour les écrivains, ou plutôt techniques, peinture, musique. Leur appréciation, elle, peut désigner l'opinion sur leur valeur, nous l'avons vu, esthétique, technique, morale, mais également leur simple appréhension en tant qu'objets identifiables ou non. Ainsi, dans quelle mesure le savoir sur les œuvres enrichit-il ou entrave-t-il leur appréciation? Il peut peut-être l'enrichir dans une logique d'abord assez mathématique. Tous ces éléments de savoir ne sont que du plus pour comprendre, juger. Mais le savoir peut aussi entraver l'appréciation, la limiter en lui donnant un cadre qui a l'ambiguïté d'être à la fois ce qui permet de circonscrire et donc de ne pas être hors sujet, et de limiter dans un sens potentiellement plus obtus. Il faudrait alors voir le savoir comme un outil au service des œuvres qui ne saurait se substituer à leur rencontre. Si le savoir peut affiner, enrichir l'appréciation, c'est en la rendant plus juste, en termes de justice, pour ce qui est du savoir technique et historique, qui permet de rendre justice au talent et à la spécificité de telle œuvre par tel créateur, aussi bien que de justesse, celle de l'interprétation. Il existe bien quelque chose comme une appréciation correcte ou non, comme dit Levinson dans son texte sur le contextualisme esthétique. Les œuvres contemporaines, notamment, sont souvent assez hermétiques sans connaissance précise de l'histoire de l'art. La révolution majeure de l'art contemporain est probablement la non-nécessité de la valeur esthétique de l'œuvre. Elle n'en est plus un aspect important, sinon le plus important. Or, en raison d'une tradition de plusieurs siècles qui en faisait l'aspect majeur, on peut avoir du mal à trouver un intérêt et même à appréhender l'urinoir de Duchamp ou les boîtes Briot de Warhol. Ce dernier exemple a un sens assez politique, tellement collé à l'œuvre qu'on peut dire qu'on passe à côté d'elle si on le rate. On parle bien d'erreurs d'interprétation quand il s'agit de textes littéraires, par exemple, pas seulement philosophiques ou plus largement didactiques. Ou bien dans le jeu même d'un acteur ou d'un musicien qui doit faire œuvre d'art en interprétant l'œuvre en question. Reste à savoir si ce savoir souhaitable, donc, correspond à des connaissances objectives ou bien davantage à un savoir intuitif, la saisie plus ou moins immédiate du ton ou de la nuance à adopter, la compréhension sensible et non intellectuelle de l'œuvre, et ce de même pour le public. Si nos sens et notre conscience pouvaient entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature, écrit Bergson dans Le Rire. D'une certaine manière, on peut dire que c'est une forme de savoir qui découle de cette capacité. Mais peut-être le savoir dont... D'une certaine manière, on peut dire que c'est une forme de savoir qui découle de cette capacité. Ouais. Ah oui, d'accord, mais peut-être le savoir dont parle Jean Kelevitch, quelque part dans l'inachevé, lorsqu'il dit que c'est par cette science mêlée de nescience que nous savons les mystères. Savoir que, sans savoir quoi. Savoir qu'il faut adopter ce ton, cette nuance, ce phrasé, ou, dans le cas du public, savoir que c'est telle émotion que suscite l'œuvre, pas forcément descriptible en mots, et que les moyens qu'a utilisé l'auteur pour ce faire étaient nécessaires, sans connaître précisément la nature de ces moyens. Il est aussi des savoirs qui donnent des compétences pour juger de la qualité des œuvres. À l'époque de Roger de Pile, par exemple, les critères d'évaluation d'une peinture étaient le dessin, la couleur, la composition. Mais tout critère n'est-il donc pas relatif à une époque ? Fut un temps où l'originalité était mal vue, contrairement à aujourd'hui. Maupassant a confronté ce problème dans sa préface à Pierre et Jean. Juger un auteur en fonction de son ambition, disait-il en somme, sans prendre des critères romantiques pour juger un réaliste, par exemple. Les asperges de Manet sont bien moins précises et réalistes que celles de Courte, précisément car ce n'était pas son but, et cet exemple montre encore une fois l'importance du savoir pour l'appréciation des œuvres,
puisqu'on voit sans doute moins d'intérêt au tableau de Manet si l'on ne voit pas qu'il s'agit dans son cas d'un pied de nez fait à l'Académie, et surtout on n'en a pas une compréhension correcte. Les critères universels, qu'ils soient plus ou moins valorisés, ils sont en tout cas reconnus comme des qualités, sont peut-être, dans tous les arts, la maîtrise technique et le niveau de difficulté que l'œuvre demande en cette matière. Or, comment en juger sans savoir la repérer, sinon la maîtriser soi-même? Hume défendait ainsi dans ses écrits sur le jugement de goût, la norme du goût, que, pour être capable de situer correctement une œuvre au sein des productions du génie, il fallait avoir un peu pratiqué soi-même l'art en question, ou du moins s'y connaître. J'ai pas eu le temps d'écrire, mais je pensais aussi à Wittgenstein, qui dit dans ses leçons sur l'esthétique: nous distinguons de celui qui sait ce dont il parle et celui qui ne le sait pas. C'est tout le problème de la compétence en matière d'appréciation évaluative. D'où l'animosité de nombreux artistes envers les journalistes, artistes qui voient leur travail jugé par des individus qui, bien souvent, n'ont aucune idée du travail, justement, que demande un résultat donné sous la forme d'une œuvre. Or, le jugement de ces critiques n'est pas censé être une simple opinion, il est présenté comme étant plutôt objectif. Le savoir qu'aura accumulé un individu à la sortie d'une grande école de journalisme et celui qu'en aura accumulé un autre à la sortie du CNSM de Paris n'a rien à voir. Trouverait-on logique qu'un chef cuisinier juge catégoriquement le travail d'un architecte? Et au-delà de cela, leur appréciation d'un plat ou d'une cathédrale ne sera-t-elle pas, comme on peut l'imaginer, très différente? Indéniablement, le savoir sur les œuvres oriente donc l'appréciation de celle-ci, à tout le moins. Le savoir contextuel de l'œuvre et aussi le savoir général et technique de l'art en question, car selon lui, différents éléments seront décelés dans l'œuvre. Mais ce savoir ne peut-il pas fonctionner comme des œillères limitatives? Nous avons vu que les critères d'évaluation changent selon les époques. Attendre d'une œuvre d'art qu'elle respecte la tradition, par exemple, n'empêche-t-il pas d'apprécier ce qu'elle pourrait avoir d'original? N'est-il pas dommage de voir les fesses d'Albert au lieu des joues d'Albertine dans La recherche du temps perdu de Proust, comme le préconisait un professeur de littérature cité dans Ada ou l'ardeur de Nabokov, sous prétexte que l'on sait que l'auteur était homosexuel? Ici, le savoir ferme les possibilités d'interprétation. N'est-il pas plus intéressant de se concentrer sur l'œuvre elle-même plutôt que sur le savoir qui l'entoure? C'est dans ce cas qu'il est possible pour le suffisant lecteur de produire d'infinis essais, comme l'écrit Montaigne dans ses essais, et d'y mettre des perfections autres que celles que l'auteur y a mises et aperçues. L'appréciation n'en est pas forcément moins juste, d'autant qu'ici, c'est l'auteur lui-même qui l'autorise et l'encourage. Penchons-nous maintenant sur le savoir lié au contexte génétique, c'est-à-dire de production de l'œuvre. Dans la transfiguration du Manal, Danto fait une expérience de pensée qui consiste à imaginer un homme qui aurait utilisé une centrifugeuse pour peindre un tableau au hasard, et que ce hasard aurait donné, par une sorte de miracle statistique, l'exact homologue matériel d'un célèbre tableau de Rembrandt ou Raphaël. Il suppose que notre émotion perdrait beaucoup en intensité si l'on apprenait que l'origine du tableau que nous voyons était la centrifugeuse. C'est sans doute vrai. Pourtant, il s'agit du même objet matériellement, mais pas ontologiquement, selon Danto, car ils n'ont pas la même signification, et l'un n'en est même pas du tout, donc ce ne serait pas une œuvre d'art. On peut également connaître cette déception lorsqu'on nous explique un tour de magie. Pourtant, adultes en tout cas, nous savons que la magie n'existe pas vraiment, et qu'il y a un truc. Mais la révélation du secret peut nous décevoir malgré tout, comme si le tour s'y trouvait réduit, appauvri dans sa capacité à émerveiller, surprendre. Si le savoir technique permet en effet de juger, on peut aussi se trouver à ne jurer que par lui et déclarer sur un ton méprisant « je pourrais faire pareil », alors que la performance pure est loin d'être la seule chose soumise à l'appréciation dans une œuvre et que la simplicité est parfois, souvent, non seulement plus appréciable, mais plus difficile à atteindre dans son efficacité. Nous voyons donc que ce qui limite l'appréciation, c'est surtout le geste de ramener les œuvres à un certain type de savoir, de les dissoudre dans ce qui serait son explication. Or, vous pouvez décomposer une musique et les réduire à ce qu'on en peut calculer et compter, écrit Nietzsche au paragraphe 373 du Gai Savoir. De quelle absurdité ne sera pas cette évaluation scientifique? Qu'aura-t-on compris, saisi, connu d'une mélodie ainsi jaugée? Rien, et littéralement rien, de ce qui fait justement sa musique. Le savoir scientifique concernant l'œuvre serait pourtant hors sujet pour son appréciation. Serait-il vraiment toujours hors sujet? Parallèlement à ce que l'on vient de dire, on entend parfois que, du côté du créateur, trop de techniques desserrent l'œuvre. Mais en réalité, on n'en a jamais trop. Ce ne sont que des moyens en plus à disposition. Il faut simplement l'utiliser à bon escient, pas pour elle-même, mais au service de la musicalité en musique, par exemple, de l'émotion, de l'œuvre tout simplement, éventuellement de la grâce, entendu comme ce qui arrive lorsque l'art cache l'art. De la même manière, on se fiche du savoir sur les œuvres s'il n'est au service de leur appréciation la plus profonde et riche possible, ce qui ne signifie justement pas la plus savante. Le savoir est un outil et non une fin. Barthes donne un très bon exemple de cela dans son essai La mort de l'auteur, où il explique que Proust n'a pas mis sa vie dans son roman, comme on le dit souvent, mais qu'il a fait de sa vie une œuvre d'art. Ainsi, ce n'est pas Charlus qui est issu de Montesquieu, mais Montesquieu qui, dans sa réalité anecdotique historique, n'est qu'un dérivé de Charlus. Le savoir historique sert l'appréciation ici, mais pas en rabattant la fiction sur le réel.
plutôt en faisant voir comme le rapport de modèle à objet s'inverse magnifiquement dans l'acte de création, car l'artiste, lorsqu'il crée en même temps du réel et du possible, comme l'écrit Bergson dans le chapitre « Le possible et le réel de la pensée et le mouvant ». Le savoir sur les œuvres peut également nous rendre sensibles à ce qui nous serait demeuré hermétique sans introduction. Les connaissances, y compris scientifiques, en musicologie et ou en harmonie, permettent d'apprécier l'inventivité, l'originalité des œuvres pour chœur de Brahms, par exemple. Je pensais au Liebersliederwalzer parce que je l'ai fait en ce moment, je travaille en ce moment. D'appréhender même tout simplement l'œuvre en identifiant sans même avoir besoin d'y réfléchir son organisation, ses changements harmoniques, ses glissements de tonalité inattendus, et de sentir que telle émotion vient de là, tout en sachant qu'elle ne peut être réduite à son explication. Sans même y réfléchir, c'est-à-dire que le savoir est intégré, digéré, à tel point qu'il devient une seconde nature, un peu comme les références qui viennent au cours d'une dissertation de philo. Les commentaires de texte des professeurs de français, par exemple, peuvent jouer ce rôle d'éclairage salvateur. C'est la beauté et la prégnance de l'interprétation, ici, qui va nous guider dans l'œuvre. C'est presque une autre œuvre, en un sens, qui enrichit l'appréciation. Pas vraiment un savoir, ou pas seulement. Ou bien le savoir transmis est celui d'une manière d'aborder les textes, et non d'un contenu. Ainsi, l'émerveillement peut demeurer après l'explication du tour de magie quand on comprend qu'il ne s'y réduit pas, et potentiellement s'ajoute l'admiration face à l'ingéniosité du truc, qui ne remplace pas l'émotion première, donc, mais lui donne une perspective nouvelle. Cette conception du savoir prend plutôt la forme d'une discussion, celle dont Montaigne parle lorsqu'il dit qu'il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui. C'est la culture qui permet des appréciations toujours plus fines des œuvres, le niveau iconologique de Panofsky. Pas forcément à propos des œuvres en particulier, mais en général. Des connaissances qui n'ont peut-être rien à voir a priori, et qui par rapprochement peuvent s'avérer fécondes. Pour qu'il y ait fécondité, il faut qu'il y ait une rencontre. On peut en savoir autant qu'on veut sur les œuvres, rien ne remplace la rencontre avec elles. Celle-ci peut être avantageusement orientée, mais elle doit avoir lieu pour éviter l'ignorance, le mépris ou la cuistrerie. Un savoir d'ordre moral, par exemple, peut modifier l'appréciation d'une œuvre. On sait que les livres de Matzneff racontaient ses réelles aventures pédophiles, alors que Lolita de Nabokov veut dénoncer le pédophile dont on raconte l'histoire. Mais a-t-on réellement besoin d'un savoir apporté de l'extérieur pour comprendre cela? L'apologie se sent chez Matzneff, quand bien même les faits n'auraient pas eu lieu, tandis que Nabokov a suffisamment de talent pour que son propos soit perceptible dans le récit même. C'est pour cela que de nombreux auteurs ont parlé de l'inutilité des préfaces, comme l'écrit Théophile Gautier, sauf qu'ils en écrivent tout de même. C'est bien qu'elles ont un rôle pour l'appréciation des œuvres, que l'intérêt de l'information qui les entoure est réel, mais que leur pertinence doit bien connaître sa place limitée. Si ce qui compte pour l'appréciation des œuvres, c'est-à-dire leur appréhension, leur compréhension et leur jugement évaluatif, est la rencontre avec elles, il ne faut donc ni passer à côté à cause d'un manque de savoir, ni les réduire à leur contexte ou à leur technique. Le savoir enrichit donc l'appréciation lorsqu'il est une manière davantage qu'une matière, celle de savoir utiliser ses connaissances pour rendre le plus justice possible aux œuvres, identifier tout ce qu'elles peuvent déployer afin d'en faire l'expérience la plus juste et surtout la plus intense possible. Le savoir, en ce cas, agit comme un exhausteur de goût sur l'appréciation des œuvres.